Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, le directeur général de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, la psychanalyste et historienne Elisabeth Roudinesco, l'ancien ministre Hubert Védrine et le journaliste du Monde Gérard Courtois. Y avait-il encore une seule démocratie européenne qui pouvait affirmer que les vents populistes ne la concernaient pas? Qui pouvait aujourd'hui prétendre avoir le bon anticyclone? Pas l'Allemagne qui regardait l'AfD gagner des points d'élection après élection, pas la France qui avait vu le Front National au deuxième tour de sa présidentielle, et certainement pas l'Italie, appelée aux urnes ce dimanche avec pas moins de 2 candidats prenant l'Union européenne comme bouc émissaire, l'invasion migratoire et la défense du peuple contre les élites comme thème de prédilection. D'un côté, le mouvement 5 étoiles, fondé par le comique Beppe Grillo, mais représenté dans cette campagne par Luigi Di Maio, d'apparence plus sérieuse, trentenaire au visage de bon garçon encravaté et rassurant tout le monde en ne parlant plus de sortie de l'euro. De l'autre, la Ligue du Nord, portée par Matteo Salvini, quadragénaire ayant habilement rafraîchi le vieux discours régionaliste en discours europhobe et xénophobe, Salvini officiellement allié au parti Forza Italia de Berlusconi, mais rêvant de lui passer devant, multipliant les appels du pied à l'extrême droite post-fasciste, et l'hypothèse crédible d'une coalition au pouvoir, droite-extrême droite, vents inquiétants en Italie que ne pouvait ignorer le reste de l'Europe. Cette semaine, c'est le froid et la neige qui bloquaient la France et pas ou pas encore les grèves des fonctionnaires. Le feu roulant des réformes du président Macron, du Code du travail à la SNCF, avait évité jusqu'alors les manifs, les grèves d'ampleur et la fameuse cristallisation du mouvement social. Peu ou pas d'obstacles pour cette course de vitesse dans laquelle s'était lancé à vive allure l'exécutif, rentrant dans le dur des réformes comme dans du beurre, misant sur le fait qu'après 5 ans de hollandisme, les Français rêvaient de bonapartisme et avaient intériorisé l'impérieuse nécessité d'une modernisation du pays. Sauf que les Français restaient les Français, avec leurs inimitables paradoxes, vouloir le changement, mais s'en méfier, vouloir supprimer les privilèges des fonctionnaires tout en leur restant très attachés, et donc un peuple dont nul ne pouvait prédire ces derniers jours s'il interromprait la mécanique parfaitement huilée du mouvement macronien pour se raidir, voire se cabrer. Tous les syndicats ont réagi à l'unisson, dénonçant une véritable provocation du gouvernement, un passage en force avec les ordonnances pour modifier notamment le statut des cheminots. Alors les 4 principaux syndicats sont donc prêts à se lancer dans un véritable bras de fer. La CFDT propose dès le 14 mars une grève reconductible. La CGT, suivie par Sudrail, avait déjà annoncé la mobilisation du 22 mars. Hier, Laurent Brun, le patron cheminot CGT, a précisé qu'il était prêt à se lancer dans une grève d'1 mois. L'UNSA se joint également au mouvement. Bonjour Gérard Courtois. Bonjour. La réforme de la SNCF, elle a fait dérailler plus d'un gouvernement, celui d'Alain Juppé bien sûr en tête en 1995. Est-ce que c'est elle de nouveau en 2018 qui pourrait interrompre cette mécanique parfaitement huilée de ce début de quinquennat ? Pour comprendre ou essayer de deviner comment les Français vont réagir, ou comment ils réagissent déjà à ce qui est annoncé, comment ils pourraient réagir à d'éventuelles grèves qui pour l'instant ne sont pas encore formellement décidées par les syndicats, ils doivent se réunir le 15 mars, je crois qu'il faut d'abord analyser la méthode du gouvernement, parce qu'elle pèse beaucoup sur l'attitude des Français, me semble-t-il. Moi, quand je vois Édouard Philippe présenter une réforme, c'était le cas pour la SNCF il y a quelques jours, je suis toujours surpris de ne pas le voir avec une blouse blanche, comme un chef de service hospitalier qui visite son service. Il a le diagnostic impeccable, il a la thérapeutique parfaite, il est maîtrisé. Et puis alors, il a toujours cette petite phrase qui fait les bons toubibs, vous auriez dû consulter plus tôt, mais on va vous remettre sur pied, on est là pour ça. Alors c'est exactement ce qu'il fait pour les SNCF, comme avant lui, Jean-Michel Blanquer pour le bac, ou Muriel Pénicaud pour le droit du travail. Mais là, c'était vraiment la démonstration parfaite. Diagnostic, je cite, la situation est intenable. Les Français
payent de plus en plus cher un service de moins en moins fiable, avec un service public du rail vertigineusement endetté et qui vieillit dans ses infrastructures. Le remède, on change la gouvernance, on supprime le statut des cheminots, et on fait ça, j'oublie quelques dispositifs, l'organisation, le statut, les infrastructures, on réinvestit dans les infrastructures, et puis il faut faire vite et bien, parce que le malade est quand même en mauvais état, donc on va faire une sorte de dispositif assez original. On va faire des ordonnances en même temps qu'une concertation, et si la concertation permet d'aboutir à des accords avec les syndicats, on mettra le résultat de ces accords dans la loi d'habilitation, ce qui allègera d'autant les ordonnances avec leur côté un peu sulfureux. Voilà, alors on a cette posture qui est très claire, c'est la posture de la compétence sérieuse, solide, contre les blocages et les clivages idéologiques désuets. Hubert Védrine, est-ce que c'est cette approche clinique, thérapeutique des réformes par le gouvernement qui explique que sondage après sondage, on voit en effet que les Français n'ont pas l'air d'être hostiles à ce qui est entrepris, pas hostiles non plus d'ailleurs à l'usage des ordonnances, si j'en crois ce dernier sondage Harris Interactive. Et puis sur le contenu, 69% de Français favorables à l'abandon du statut de cheminot. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Gérard Courtois ? Je suis tout à fait d'accord, mais à mon avis, les gens qui nous dirigent ont beaucoup réfléchi à la réforme et comment réformer. Pas simplement ce qui est souhaitable pour mettre les finances publiques de ce pays dans une situation normale. Ils ont étudié tout ce qui a échoué depuis 20 ans, et parfois réussi un petit peu, tout ce qui a marché dans d'autres pays. Et donc c'est tout à fait intégré, à mon avis, dans la méthode que vient de rappeler Gérard Courtois. Bon, en ce qui concerne votre question, qui est la disponibilité des Français, moi je constate comme vous qu'il y a un contraste entre les sondages, pour le moment, mais ça peut changer les sondages, mais on fait des sondages aujourd'hui, il y a un contraste frappant avec les organisations. Les organisations qui ont démontré depuis 20 ou 30 ans leur opposition à toutes les réformes, même si c'est un peu un mot fourre-tout, et qui durcissent, mais dont on voit bien qu'elles sont hésitantes. Et les Français ont l'air, pas forcément, on ne voit pas dans le sens une approbation massive, mais il y a une approbation vraie, il y a des oppositions très nettes, mais minoritaires, et il y a une énorme disponibilité au milieu. D'ailleurs, il y avait un dessin formidable, comment il s'appelle, le Gors, qui dessine les pingouins, là, qui dit « J'approuve le gouvernement d'agir malgré ma désapprobation ». Et je pense que ça résume assez bien toute la partie centrale de l'opinion. Et alors, ça tombe bien, puisque ça dépend de la suite, ça dépend comment la suite est gérée. On a la chance d'avoir une psychanalyste aujourd'hui dans ce studio, aussi une historienne de la psychanalyse, mais pour avoir justement aussi peut-être ce regard sur la psyché française, qu'est-ce que vous lisez aujourd'hui dans le comportement des Français par rapport à la réforme ? Est-ce que vous lisez de l'adhésion, de la résignation, ou alors ces douces ambivalences résumées à l'instant par Hubert Védrine ? D'abord, je ne fais pas d'interprétation psychanalytique de rien du tout, j'ai horreur de ça. En revanche, je suis assez d'accord avec ce que dit Gérard Courtois sur ce côté bon docteur Édouard Philippe, le côté bon diagnostic, etc. Moi, ce qui me frappe, c'est deux choses. C'est qu'on a un gouvernement d'experts qui arrive en effet avec un discours de réforme. Il constate le déficit qui n'est pas niable, il regarde les faits, et puis il propose des solutions. Quant comme vous, très frappé de l'adhésion des Français, puisque les sondages sont scientifiques, c'est vrai, sauf qu'on peut quand même se demander ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, vous me demandez la psyché française. Je trouve que ce gouvernement ne pense rien. Ils pensent experts. Ils arrivent en effet avec une expertise, simplement, ils s'occupent pas du sujet malade, ils s'occupent de la maladie. On peut vous remettre à flot, mais qu'est-ce qu'ils pensent de l'état du pays ? Ça ne se voit pas. Ils arrivent avec des solutions à des problèmes qui sont, à mon avis, pas les bonnes. Non, pour quelle raison ? Comment on parce termine que ce débat. Je dirais qu'il faut élever un petit peu la chose. On est dans une période de transition, on est en train de mettre en cause, notamment par la SNCF, quelque chose qui s'appelle le service public, et auquel, quoi qu'on en dise, les Français sont attachés, même si le statut des cheminots, je ne suis pas contre une réforme. Mais on est en train de leur dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, moi, je ne suis pas du tout sûre. Je dirais plutôt que
plutôt que d'essayer d'être pragmatique, que d'apporter des solutions dites réalistes du bon docteur, il faudrait peut-être se demander la signification nouvelle de ce qu'on peut appeler service public. Si ça ne doit pas être déficitaire, est-ce que ça doit être rentable? Ça, on le sait pour la culture, pas forcément. Pas déficitaire, mais pas rentable. Et on ne pense rien à ça. Et on peut donner une anecdote. Est-ce qu'il se soucie, par exemple, que quand on prend le train de Paris à Cherbourg et qu'on habite 40 ans, il n'y aura plus de gare. Voilà. Et que font les gens qui habitent dans ce coin-là? Ils font quoi? Ils prennent des autocars, ils ont besoin de la voiture. Donc ça ne va pas. Il faut réfléchir, à partir du moment où on a posé le tout TGV, à ce que peuvent devenir. Et sur ce plan, j'étais assez d'accord avec ce que disait Xavier Bertrand. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? Justement, on va écouter Xavier Bertrand qui a tenu exactement ce discours-là cette semaine. Il ne s'en prend pas spécifiquement au contenu de la réforme ou aux mesures qui sont prônées, mais il dit quand même c'est une réforme qui ne pense pas aux usagers et donc au territoire et donc au service public. On est trop, dit-il, dans une logique purement comptable. Le problème numéro 1, les usagers. Il y a plus de 5 millions de Français qui prennent le train tous les matins. C'est les grands absents du rapport Spinetta. C'est les grands absents de la réforme qui s'annonce. Il n'y a rien pour eux. Rien. On nous parle dette, et c'est vrai qu'à cause de la dette, il faut changer le statut de la SNCF, mais il n'y a rien sur les investissements pour la sécurité, pour que les trains arrivent à l'heure, pour changer le matériel. Il n'y a rien de rien. Gilles Finkelstein. Alors, si on reprend d'abord la question de la méthode, ce qui caractérise ce gouvernement, c'est le choix de la vitesse. Après une réflexion, je crois, approfondie sur la manière dont on réforme un pays. Ce faisant, on voit aussi se dessiner un gouvernement pour lequel la démocratie sociale, la démocratie parlementaire, la démocratie locale sont un peu des empêcheurs de tourner en rond, en ce qu'ils contribuent à perdre du temps dans la réforme. Deuxième élément sur la méthode qui n'a pas été souligné, c'est que la réforme de la SNCF n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron dans cette campagne. Et pourtant, peut-être de manière paradoxale, mais je ne crois pas de manière si paradoxale que cela, je ne pense pas que l'opinion considère que ce soit en contradiction avec ce qu'était la vision qu'il a défendu dans cette campagne. Dans une campagne électorale, les Français retiennent, et les Français comme les autres retiennent peu de choses, des propositions précises. En revanche, ils retiennent des orientations et cette proposition-là de réforme de la SNCF, elle est conforme à l'orientation. Ça ne veut pas dire qu'elle sera approuvée, et je pense qu'il faut être très prudent sur ce plan-là. L'opinion n'est pas formée, l'opinion n'est pas cristallisée. On est sans doute dans une situation qui est différente de 1995, où les Français vivaient par procuration la grève. On est sans doute dans une situation qui est différente, mais je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Deuxième élément, il est sur la nécessité de la réforme elle-même, qui a été évoquée par Xavier Bertrand à l'époque. Et il faut mener ce débat-là, parce que si on n'emporte pas la conviction sur la nécessité de la réforme, il n'y a pas de réforme possible. Et le gouvernement, Gérard Courtois l'a dit, le Premier ministre d'abord l'a exposé de manière très clinique, mais c'est un vrai débat. La dernière réforme est récente, elle date de 2014, et on ne l'a pas encore totalement évolué, et y compris quand on lit le rapport Spinetta, ce que j'ai fait pour préparer cette émission, Bravo. On voit que le bilan de la SNCF est plus équilibré qu'on ne le croit. Le transport ferroviaire s'est développé ces 20 dernières années par rapport aux autres transports. Il y a toujours la sûreté. Un petit point, c'est vrai qu'on a assisté à une véritable bataille de chiffres cette semaine, avec à la fois un chiffre d'affaires qui a grimpé cette semaine de plus de 4% à 33 milliards d'euros cette année, et en même temps le rappel par le gouvernement d'une dette abyssale à plus de 54 milliards. Qui est vrai, il y a eu deux arguments qui ont été invoqués par le gouvernement, et je crois que ce sont des arguments qui sont justes, même si le bilan est plus équilibré. Il y a un argument d'efficacité. En gros, le rapport qualité-prix s'est dégradé. Xavier Bertrand disait les investissements sur les lignes secondaires, les voies et les aiguillages sont en France 2 fois plus vieux qu'ils ne le sont en Allemagne. C'est très spectaculaire et ça explique les retards et les incidents. Et puis un argument de responsabilité, c'est que les déséquilibres financiers sont insoutenables. Tout cela, et c'est un élément qui est déterminant dans un contexte qui est un contexte européen d'ouverture demain à la concurrence. Et donc s'il n'y a pas de réforme, je pense que le service public est condamné. Reste à savoir
quelle réforme? Et c'est ça l'autre débat qu'il faut mener au fond. Ouverture à la concurrence, en effet, dans un contexte où actuellement la France est le 5e pays le plus cher d'Europe lorsqu'il s'agit de prendre le train avec un prix moyen de presque 18 € pour 100 km pour le prix d'un transport. Hubert Védrine, est-ce que vous trouvez que c'est un reproche justifié de faire à ce gouvernement, de lui expliquer qu'il ne mène que des réformes comptables qui ne prennent pas en compte, pour reprendre ce que disait Elisabeth Réaudinesco, la réalité de ce qu'est la France et son modèle social? Je trouve ça injustifié. La France est dans un état qui est en effet tout à fait critique sous cet angle. Il suffit de comparer à l'ensemble des autres pays développés à peu près comparables. Même Xavier Bertrand, qui est très estimable, il est obligé de tenir compte des nécessités comptables dans la région. Donc c'est un reproche en l'air, en fait. C'est vrai que dans certains cas, il faut être capable d'avoir un petit déficit parce que c'est un moteur d'investissement, parce que ça fait marcher l'économie, etc. Mais on ne peut pas indéfiniment se fiche totalement des déficits publics. Il y a une vieille phrase de Mendès qui dit ça très bien: un pays qui ne maîtrise pas ses finances publiques est un pays qui s'abandonne. Donc à un moment ou à un autre, c'est pas parce que les Allemands nous embêtent ou la Commission ou que sais-je, à un moment donné, on ne peut pas dépenser indéfiniment beaucoup plus que ce qu'on gagne. Bon, n'importe quelle famille le sait, ça. Donc je trouve que c'est un reproche un peu automatique par rapport à ça. Et la France reste un pays extrêmement endetté. D'ailleurs, de l'autre côté, un certain nombre de gens disent, bon, les réformes Macron, enfin, après à peu près tous les pays développés, il est temps que la France le fasse le mieux possible, mais ils ne s'attaquent pas vraiment à la question de la dépense publique qui entraîne un prélèvement fiscal. C'est ce que lui reprochait cette semaine Éric Woerth, qui dit finalement Macron ne met que la poussière sous le tapis. C'est l'autre reproche. C'est un reproche symétrique de la question que vous... Et ça, vous le regardez comment, ce reproche? Donc, sur l'idée de demi-mesure? C'est le jeu politique, c'est normal, il faut que les gens se resituent après une sorte de... Mais vous ne partagez pas? Non, je ne le partage pas parce que je pense que ce qui se passe est utile au pays. Qu'encore une fois, moi j'ai étudié ça, j'ai écrit un bouquin il y a 2-3 ans sur les réformes nécessaires par consensus si possible. Bon, à peu près tous les pays développés, pour sauver la protection sociale, pour sauver soit le service public, soit d'autres mots qui sont employés ailleurs, précisément, on va remettre les finances en ordre. Quand même, c'était fait à peu près partout. En France, pour des raisons historiques variées, il y a des facteurs de blocage qui, à mon avis, sont moins forts aujourd'hui, mais je suis d'accord avec Gilles, on n'est pas sûr de la suite. Donc voilà, je trouve ça, moi, utile. Je trouve ça très bien. Et n'oubliez pas, dans l'expertise dont on a parlé, il n'y a pas simplement le fait de bien connaître le secteur de la santé ou de l'éducation. Bon, ça change par rapport à d'autres titulaires. Il y a l'expertise sur la réforme. Qu'est-ce qu'il faut annoncer? Comment il faut la mener? Comment il faut tenir compte? Comment on fait la réforme? Des critiques. À un moment donné, peut-être reculer, corriger, pour ne pas aller trop loin. C'est l'exemple des lignes secondaires, par exemple, dans l'affaire SNCF. Il y a toute une pédagogie. La pédagogie, ce n'est pas simplement la franchise dans l'annonce avant. Pour vous, il y a une maîtrise parfaite de la méthode de la réforme par ce gouvernement? Personne enfin, ne peut avoir habile, une maîtrise parfaite. Maîtrisée. Je constate qu'ils ont tenu compte de ce qui s'est passé, ou pas, depuis une vingtaine d'années dans ce pays. Et il me semble que dans la présentation du Premier ministre, comme chef de service, il a intégré tout ça. Maintenant, on verra, on n'en sait rien. On ne sait pas quelle est la cristallisation ou pas. Alors, avant de revenir sur l'hypothèse ou pas d'une cristallisation, vous vouliez réagir, Gérard Courtois, sur ces deux types de critiques qu'on a pu entendre cette semaine. D'un côté, en effet, ce gouvernement mène des réformes comptables et ne se mêle pas, justement, de prendre en considération ce qu'est le service public à la française. Et de l'autre, venu d'Éric Woerth, qui considère que ce gouvernement ne fait que des demi-réformes et ne se contente que de mettre la poussière sous le tapis. Oui, la poussière sous le tapis, c'est l'expression habituelle de la joute politique. Mais sur un point très précis concernant la SNCF, c'est vrai. Le gouvernement dit qu'il y a une dette abyssale et il ne dit pas. Il dit l'État en prendra sa part d'ici la fin du quinquennat. Quand il y a plus de 50 milliards de dettes, c'est une façon de mettre les choses, en tout cas de les remettre à plus tard. Je ne sais pas si elles seront mises sous le tapis, mais de les remettre à plus tard de manière assez étonnante, parce que c'est quand même le point de départ, en réalité, de la volonté de réforme. C'est comment sortir la SNCF de cet endettement vertigineux pour lui permettre d'affronter la concurrence. Alors, concernant, et là, il n'y a pas de réponse. Comment on va apurer cette dette? À quelle hauteur? Dans quel calendrier précis? Silence radio. Pour moi, c'est un des points grave, problématique en tout cas, de ce qui a été annoncé cette semaine. Tout le reste est discutable, négociable, même s'il y a des oppositions rudes de la part des syndicats. Concernant les usagers,
c'est toute la bataille de l'opinion qui est engagée maintenant. Édouard Philippe se présente comme le premier défenseur des usagers par rapport à une dégradation du service public. Et cette dégradation, chaque usager du train en a fait l'expérience ces dernières années. Et c'est pour ça que c'est pas la même situation ou le même rapport de force en termes d'opinion par rapport à 1995. C'est que voilà, une majorité, semble-t-il, des Français usagers du train, ils sont très nombreux, disent ça ne fonctionne plus bien, c'est trop cher, ça n'arrive pas à l'heure. On a les bugs de la gare Montparnasse cet été, des jours de départ. Enfin, il y a tout un ensemble de facteurs très concrets qui font que l'usager n'est pas satisfait du service. Alors, le service public, très bien, mais si le service n'est plus au service du public, problème. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une spécificité française à vouloir réformer un peu, mais pas trop, pour reprendre ce que disait à l'instant Gérard Courtois, Gilles Finkelstein? Bon, d'abord, qu'il y ait une réforme comptable, l'adjectif est fait pour disqualifier plus que pour qualifier, que l'on intègre dans le contexte européen que j'évoquais, à la fois la question de la compétitivité de la SNCF et la question de la dette, et sans doute est-ce un des points faibles de ce qui a été présenté. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Après, il y a deux types de critiques. Il y a la critique des libéraux qui disaient qu'il faut aller plus loin, ce que vous disiez sur Éric Woerth. Et donc, on ne traite pas, ou on ne traite pas encore la question de la retraite, on ne change le statut que pour les nouveaux et pas pour les agents actuels, et de fait, on va sans doute moins traiter que dans le rapport Spinetta la question des petites lignes. Et puis, il y a une deuxième type de critique, c'est pas il faut aller plus loin, c'est moi plutôt celle que je formulerais, c'est qu'il faut voir plus grand. Je crois qu'il y a deux impensés quand même dans cette réforme au-delà de la question de la dette. Le premier impensé est un impensé social, non pas du tout que le statut soit pour moi un totem. Je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait évoluer, j'ai pas de difficulté là-dessus. Mais présenter le statut des cheminots comme la seule cause des difficultés de la SNCF, ce qui a beaucoup été fait, et Gérard Courtois disait il y a un diagnostic et une thérapeutique. Le problème, c'est qu'il y a peu de correspondance entre le diagnostic et la thérapeutique, parce que l'essentiel du changement, c'est le changement de statut de l'entreprise et le changement de statut des cheminots. Le lien entre les deux n'est pas si évident que ça, alors qu'il y a beaucoup de choses à négocier dans le contexte de concurrence, de garantie des salariés qui vont faire beaucoup plus des allers-retours entre différentes compagnies. Et puis le deuxième impensé, là aussi, si on essaie de réfléchir plus largement, c'est l'impensé environnemental. On est dans un contexte post-accord de Paris, de décarbonation de l'économie. Or, les transports, c'est 30% de la consommation d'énergie et le transport ferroviaire, c'est seulement 0,6%. Donc, c'est un atout pour cette mutation de l'économie. Et donc, il faut aussi, là aussi, avoir une approche, je crois, plus en dynamique de la question des transports, en intégrant cette question-là, y compris pour les petites lignes. Alors, on est parti de l'idée, Elisabeth Roudinesco, avec Gérard Courtois, que dans cette affaire de réforme, on avait un bon docteur qui établissait un diagnostic gravissime et qui avait la bonne pharmacopée au bout du compte, pour finalement arriver à l'idée qu'il n'y a pas d'adéquation entre le bilan et ce qui est proposé. Moi, je constate d'ailleurs qu'on ne parle que de chiffres, d'expertise, de tout ça, c'est très bien. Voilà. Simplement, par rapport à quoi? On voit bien que toutes ces directives, ça vient aussi de Bruxelles, de l'idée d'harmoniser, de faire une Europe libérale, ça ne marche pas. Les peuples ne marchent pas. Et on le voit. Et c'est plutôt ça qui m'intéresse. D'accord, ils donnent à 70%, ils font confiance à 70%. Demain, ça peut être le contraire. Donc, en tout cas, de toute façon, ils ne sont pas contents, quoi qu'on propose. Alors, il faut plutôt réfléchir, plutôt que de faire le bon docteur, pourquoi les gens, ils ne sont pas contents de cette Europe-là. Ils ne sont pas contents, et le résultat, c'est le populisme, c'est la montée des extrêmes, et ce n'est pas du tout la bataille syndicats et gouvernement. On voit bien que c'est plus de ça qu'il s'agit. Donc on est décalé, on voit bien que ça ne va pas, mais les peuples ils sont pas contents. C'est tout ce que je Est-ce qu'on peut s'en tenir à ce constat-là? Oui, parce que ça veut dire qu'il faut changer de discours. Ça veut dire qu'il faut changer de discours et que le discours des experts, des chiffres, c'est très bien, que les experts et les chiffres fassent leur travail, mais le discours qui est diffusé ne va pas du tout. Ça veut dire qu'on ne tient plus le discours de la réforme? Non, il n'est pas entendu. Mais est-ce qu'on doit continuer de le tenir? Je suis pas d'accord. Non, mais il ne faut pas le tenir comme ça. Il faut aussi repenser la question sociale autrement. Il faut parler autrement. Il ne faut pas se présenter comme des bons experts qui vont faire le bien des sujets qui ne veulent pas de ce bien-là. Et au fond, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la position de Xavier Bertrand, parce qu'il a dit attention aux
aux usagers, ce qu'on appelle les usagers, dans la santé c'est la même chose, ils ne pensent pas du tout comme ça. Et leur protestation, elle est européenne partout. Alors, Hubert Védrine, puis Gérard Courtois. Oui, deux, trois remarques. D'abord, les usagers sont mécontents de la situation actuelle. Ils ne sont pas mécontents de la réforme qui n'a pas eu lieu. Mais vous ne croyez pas donc ils seront contents après une réforme? Je ne sais pas, les choses sont ouvertes. Oui. En tout cas, on ne peut pas faire un lien. Si, au prix d'un endettement vertigineux, l'ensemble des usagers étaient enchantés, on dirait l'endettement, c'est pas si grave que ça. Mais on a un endettement vertigineux et des gens mécontents de tout. Oui. Donc ils vont continuer à être mécontents, vous allez voir. Non, c'est pas sûr. C'est la situation actuelle qui n'est pas bonne. Et le fait que les gens l'abordent en experts aujourd'hui, ça vaut mieux que d'avoir des apprentis sorciers ou des bricoleurs. Bon, c'est parce qu'ils ont intégré aussi le fait. Les gens ont entendu 10, 20 ans, 30 ans d'affrontements théoriques, idéologiques, et qui sont fatigués de ça. Donc le discours, disons, médical dont vous parliez, c'est pas forcément mal perçu, compte tenu de ce après quoi ça vient. Quant au populisme, il y a très longtemps que moi aussi je dis que le problème de l'Europe numéro 1, c'est le décrochage des peuples par rapport aux élites. Tout à fait. Mais c'est pas tellement à cause de ces réformes. Hein. En réalité, je fais pas le même lien que vous, puisque je pense que c'est un déficit de souveraineté. Les gens veulent garder leur identité, ils veulent plus de sécurité. Et la plupart de ces réformes ont été faites dans tous les pays développés, souvent dans des coalitions d'ailleurs, droite-gauche, etc. Donc je ne fais pas le même lien. Mais pour l'avenir, vous avez peut-être raison, on verra. Il y a quand même disponibilité. Et juste un mot pour dire que ce qu'a dit Gilles à la fin sur l'atout environnemental du ferroviaire, c'est fondamental. Parce que la question de l'écologisation devait être présente tout le temps, quel que soit le sujet. Mais ça, ils peuvent le ressortir. Je veux dire, c'est pas perdu comme argument. Elisabeth, vous vouliez répondre rapidement et puis juste la SNCF, c'est une identité nationale. Ça a été créé, on sait quand, ça a été relancé, c'est la bête humaine, c'est Zola, c'est quelque chose qui fait partie de la culture et qu'on veut transformer. Alors, je ne suis pas du tout pour un souverainisme ancien, mais ce n'est pas seulement un problème technique. C'est comme la santé, il faut y penser. On a entendu cette nuance. Au fond, pour conclure cette première partie, la question que l'on se pose, c'est de savoir s'il y a une adhésion à ces réformes ou une résignation, Gérard Courtois. Je suis d'accord sur deux points très globalement, quand on prend les choses de très haut, avec Elisabeth Roudinesco. Il y a effectivement un mécontentement des peuples qui se traduit dans tous les pays, et on va le voir en parlant de l'Italie. Il y a une tentation autoritaire habituelle de la technocratie. On a raison, donc ne nous encombrons pas de contre-pouvoirs et de discussions sans fin. Mais il y a quelque chose qui, me semble-t-il, a changé et dont Emmanuel Macron et Édouard Philippe tirent profit depuis quelques mois, c'est qu'il y a une sorte de mûrissement de l'opinion, de maturation des choses sur tout un ensemble de réformes. Si on prend les retraites, il y a eu 20 ans de rapports, de débats, de projets de loi, de discussions, de polémiques. Et puis finalement, les gens ont fini par se convaincre de quelques évidences. Si on prend la réforme du bac, qui a été présentée il y a 3 semaines, un mois, par le ministre de l'Éducation nationale, il y a eu 20 ans de projets, 20 ans de manifestations, 20 ans de bagarres, 20 ans d'échecs. Et il y a un moment, et je crois qu'on y est, parce que Emmanuel Macron a su mettre ça en musique et donner un élan autour de cette idée-là, on ne peut plus rester dans le statu quo. C'est un peu c'est le slogan de mai 68. Hein. C'est pas cours camarade, le vieux monde est derrière toi. C'est cours président, le vieux monde est derrière toi. Et Macron court parce qu'il a le sentiment que le vieux monde peut le rattraper dans la lenteur de mise en œuvre des réformes, peut le rattraper en invalidant ce qu'il espère de résultats de ces réformes. On va laisser le président courir derrière ou devant l'ancien monde et on va maintenant passer en Italie. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Il est temps de partir à présent pour ce pays avec qui nous partageons plus de 500 km de frontières. Passer la frontière, soit par la Haute-Savoie, par Menton ou par la Corse, direction l'Italie qui vote ce dimanche et affole le reste de l'Europe ces dernières semaines. Campagne tendue avec manifestations plus ou moins violentes. Morceau choisi. En Italie, la gauche resserre les coudes. Des milliers de sympathisants ont défilé dimanche dans les rues de Rome pour dénoncer le retour des idées fascistes à une semaine des élections législatives. La manifestation a été soutenue par plusieurs partis politiques.
ainsi que par de nombreuses associations et ONG. Signe de l'inquiétude ambiante, le Premier ministre sortant Paolo Gentiloni a participé à cette journée de mobilisation. La manifestation de Rome était une réponse au rassemblement de l'extrême droite, organisé en même temps mais à Milan cette fois. Près de 15 000 personnes ont répondu présent à l'appel de Matteo Salvini, le patron de la Ligue, l'allié du Front National français. L'ancienne Ligue du Nord fait campagne sur la crise migratoire en Italie et pourrait participer à une nouvelle coalition avec le parti de Silvio Berlusconi. Plus tôt dans la journée, des militants d'extrême gauche ont manifesté à Milan et des échauffourées ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Depuis plusieurs semaines, les violences se sont multipliées en Italie. Gilles Finkelstein, on aura les résultats ce soir. En gros, on peut dire qu'il y a 3 scénarios pour l'Italie. Oui, la Fondation Jean Jaurès a publié aujourd'hui même une petite note de Massimiliano Picciani évoquant les différents scénarios. La seule certitude, c'est que personne n'aura à lui seul la majorité. Mais l'inquiétude, je crois, est légitime. Il y a sans doute on y reviendra, des spécificités de l'Italie. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre la situation italienne et la situation des autres pays européens. S'agissant de la France, pendant la dernière campagne présidentielle, j'avais dit que nous vivions dans une démocratie à l'état gazeux, après avoir été à l'état solide et à l'état liquide, qui avait 3 caractéristiques. Elle était instable, elle était explosive et elle était informe. Et c'est exactement cette situation-là, peut-être aggravée encore, que l'on vit en Italie. Elle est instable, il y a une usure du pouvoir très rapide, on le voit dans tous les pays, et une alternance systématique. Et à quelques jours du scrutin, on avait encore une indécision qui était très forte. Explosive, comme partout ailleurs, on a une crise des grands partis de gouvernement et une montée des populismes. Cette fois-ci, il y a à la fois le populisme du mouvement 5 étoiles et le régionalisme, qui est moins régionaliste qu'autrefois, de la Ligue du Nord. Et comme dans tous les autres pays, une exacerbation, une cristallisation du débat autour de l'immigration. Et cette démocratie est de plus en plus informe, c'est-à-dire qu'on ne sait pas autour de quel clivage elle se structure. Cocteau disait il y a longtemps que les Italiens étaient des Français de mauvaise humeur. Peut-être qu'aujourd'hui, les Italiens sont des Français de mauvaise humeur. Oui, j'ai anticipé. Hubert Védrine, qu'est-ce qu'elle représente l'Italie dans cette géographie européenne des populismes? Mais Gilles a raison, c'est de moins en moins un cas particulier, en fait. Donc je suis d'accord avec cette analyse. Bon, le populisme, il faudrait des heures pour s'entendre sur le mot. Hein. C'est le mot qu'on emploie quand les peuples ne votent plus comme les élites voudraient qu'ils votent, en général. Donc il y a toujours un peu de populisme dès qu'il y a peuple. Il n'y a pas de risque à Monaco ou au Qatar, mais bon, un peu partout ailleurs, dès qu'un dirigeant prend en compte ce qui vient des gens, même quand ça bouleverse les corps intermédiaires, après il y a une question de dosage et de degré. On est évidemment au-delà de la norme minimum. Mais si les élites mondialisatrices et intégrationnistes européennes avaient mieux réussi, il n'y aurait pas tellement de gens qui auraient décroché. On l'a vu avec Trump, c'est encore un autre sujet, mais les classes populaires ont décroché, les classes moyennes ont décroché, et on a donc maintenant, en Europe, à peu près partout, il y a des vrais anti-européens, ne pas confondre avec ceux qui sont devenus sceptiques. C'est pas la même catégorie, c'est pas le même avenir non plus. Et puis, il y a toute une série de mouvements, entre guillemets, populistes de droite ou de gauche. Donc l'Italie est moins originale. Et je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, d'ailleurs, le résultat à la situation générale de l'Europe. À la capacité des dirigeants européens, même si un gouvernement à Berlin qui fonctionne finalement, même s'il répond en partie aux demandes et aux choix du président Macron, c'est possible en partie. Même ça, je ne suis pas sûr que ça corrige l'ensemble du tableau. La question clé, elle a déjà été abordée, c'est la question de la maîtrise des flux migratoires. Et tant qu'il n'y aura pas une vraie maîtrise convaincante, un vrai Schengen qui marche pour de vrai, avec une vraie distinction entre les demandeurs d'asile, qu'il faut traiter infiniment mieux, soit qu'on les accueille en les intégrant, soit qu'on ne puisse pas les accueillir, mais il faut les traiter bien aussi, et une maîtrise des flux avec les pays de départ et de transit, tant que les peuples ne seront pas convaincus qu'on n'est plus dans l'Europe passoire, même si c'est un reproche exagéré aujourd'hui,
À mon avis, on aura ces phénomènes à peu près partout, et pas qu'en Italie. Sachant que l'Italie a une situation particulière, puisqu'elle a en effet reçu 600 000 migrants sur les côtes italiennes depuis 2014. Comme les Grecs, qui sont 500 000 clandestins, 6 millions d'immigrés. Pour moi, c'est la clé de l'avenir, hein, en Italie comme ailleurs. Alors, autre quand même spécificité italienne, à l'occasion de ce scrutin, 2 partis, je le disais tout à l'heure, à la fois la Ligue du Nord et Cinque Stelle et les 5 étoiles, qui portent un discours europhobe, eurosceptique, mais plutôt europhobe en ce qui concerne l'un des deux, xénophobe, avec ce discours récurrent de rejet des élites toutes corrompues. On a ce discours-là, on a la possibilité peut-être d'une coalition entre un parti de la droite et de l'extrême droite, c'est-à-dire comme en Autriche. On est quand même dans une spécificité italienne, Elisabeth Rodinesco. Moi, je vais tout le temps en Italie, donc ça me touche profondément, mais il faut appeler les choses par leur nom. C'est au-delà du populisme. C'est la tentation fasciste. Il y a un désir de fascisme. Alors, c'est clair que ces discours-là ressemblent à ce qu'étaient les discours de cette longue tradition fasciste en Italie. Je dis bien fasciste. Hein, pas... Et vous assumez de prononcer le mot. Oui, mais le fascisme, je n'ai pas dit nazi, il ne faut pas faire réduction. C'est quelque chose de très particulier, ce fascisme italien. Et alors, ce qu'on voit aussi, et qui est très clair, c'est que les candidats qui réussissent, c'est tous... des sorties de la société civile, absolument pas formés à la politique, espèce de gourous. Hein. Sauf Silvio Berlusconi, qui est un homme politique depuis quand même un certain nombre d'années. Mais... c'est pas non plus... c'est les puissances de l'argent, c'est des gens corrompus. Ça, c'est la même chose que Trump. C'est pas du tout des politiques au sens noble du terme. Alors, on n'a plus de noblesse d'État là-dedans. Ensuite, il y a une sorte de dissolution des corps intermédiaires. On fait appel à des gourous. Je n'ai pas d'autres. La France n'est pas là. Emmanuel Macron n'est pas un gourou, n'est pas ni un fasciste, même s'il y a cette tendance bonapartiste de dissolution des corps intermédiaires. Mais enfin, c'est pas du tout la même chose. Mais ce qui est commun aujourd'hui, c'est cette tentative de réponse. Un mot quand même sur l'immigration. Là aussi, pardon de le dire, on peut changer de discours. Or, quand dans toutes les télévisions du monde, aux 20h, on montre, j'ai vraiment regardé, des quartiers entiers musulmanisés, des quartiers entiers islamisés, des Pakistanais qui remplacent les Italiens, les brochettes, les pizzas par les brochettes. Bon, on montre ça. Alors c'est évidemment la théorie du grand remplacement qui est au fond subrepticement acceptée par les médias quand on fait des reportages comme ça. C'est extrêmement dangereux, hein, parce qu'on pourrait au contraire faire des discours de solidarité. Quand vous faites appel au peuple sur la solidarité, je pense au Téléthon, ils sont extrêmement généreux. Donc on peut tout à fait inverser en disant voilà, ce sont nos frères. Hein, finalement, c'est le pape qui le dit, c'est quand même ennuyeux que ce soit que le pape. Que fait-on avec ça? Ce sont des gens qui meurent, qui vont très mal, ils viennent, ça aurait pu être nous, etc. Un discours d'appel à la solidarité, ça peut tout à fait marcher, mais on n'essaye plus. On n'essaye plus du tout. Et je prends pour exemple, même en Italie, comme nous avons en Europe des villages désertifiés, des endroits complètement anéantis, quand on fait venir des groupes d'immigrés, ça marche. C'est-à-dire que l'intégration marche. Et là, on peut avoir une politique de grande fermeté, parce qu'on peut aussi les obliger à aller là ou là ou là. Et ça marche pas si mal que ça. Simplement, une fois de plus, au lieu de manipuler des grands fantasmes de grands emplacements d'islamisation de l'Europe par des foules abominables et barbares, on pourrait peut-être dire les choses autrement, dire qu'il y a d'un côté les lois de l'hospitalité qui sont inconditionnelles et de l'autre côté une régulation nécessaire, c'est-à-dire le conditionnel. Voilà. On pourrait au moins essayer. De l'importance des représentations médiatiques et des mots, d'ailleurs, car si je ne m'abuse, en italien, il n'y a qu'un seul mot. On ne peut pas faire le distinguo entre migrants et réfugiés. Il y a juste migranti, il n'y a pas d'autres mots. Est-ce que vous diriez, comme Elisabeth Rodinesco, Gérard Courtois, qu'il y a une tentation fasciste ou néo-fasciste en Italie aujourd'hui qui se joue dans cette élection? Je vais d'abord répliquer, si je puis dire, à Elisabeth Rodinesco sur Berlusconi. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de le regarder depuis 25 ans comme une espèce de cabot, de cabotin, de clown, de pitre, etc. Il reste qu'à 81 ans, momifié par la chirurgie esthétique, c'est inéligible après sa condamnation pour fraude fiscale, il reste le grand Manitou. Il reste le grand Manitou de la politique française.
Oui, mais alors attendez, qu'est-ce que ça dit Oui, qu'est-ce que ça dit de l'Italie? Qu'est-ce que ça dit de l'Italie? Il y a cette phrase formidable du chanteur Giorgio Gaber. Je n'ai pas peur de Berlusconi en soi, j'ai peur de Berlusconi en moi. Et voilà, ça résume assez bien la manière dont Berlusconi je dirais, a façonné l'Italie à sa manière, et autant que l'Italie l'a façonné à sa manière. Donc il y a une espèce d'osmose qui résiste au temps de Berlusconi, qui est quand même très symptomatique, et il est au centre, à l'évidence. Personne, Gilles le disait au début, aucune des grandes formations en lice ne peut l'emporter seule, semble-t-il, mais il est au centre de toutes les hypothèses de coalition, que ce soit avec la Ligue, donc avec l'extrême droite, ou avec le Parti démocrate, le centre-gauche. Et il y a déjà eu cette grande alliance Parti démocrate-Berlusconi il y a quelques années. Mais alors, je voudrais rajouter une chose concernant, en plus de tout ce qu'on a dit, le sentiment anti-européen qui a été décuplé par la crise migratoire, le surplomb de la crise migratoire. Il y a une chose qu'il faut quand même avoir en tête, même si les candidats à cette élection balancent, si je puis dire, les milliards à gogo à travers leurs promesses, c'est que l'Italie n'est pas sortie de la crise. L'Italie n'est pas sortie de la crise et ça pèse lourdement sur tout ça. Quand je dis l'Italie n'est pas sortie de la crise, le PIB italien est inférieur de 6% à ce qu'il était il y a 10 ans. Inférieur de 6% à ce qu'il était. La productivité des industries italiennes est en décrochage massif par rapport aux autres pays européens. Le chômage des jeunes est à 32%. 32%. La dette publique est à 132% du PIB. Bref, l'Italie n'est pas sortie de la crise. Elle est moins mal qu'elle n'était. Et de ce point de vue-là, la législature qui s'achève a fait un travail de redressement. Mais contrairement à d'autres pays européens, la crise pèse encore lourdement. 120 000, si je ne me trompe pas, 120 000 Italiens quittent l'Italie et migrent chaque année pour aller trouver du travail en Europe. On a cette espèce d'étrange phénomène où les Italiens quittent l'Italie pour trouver du travail, et notamment les jeunes diplômés, et où les immigrés arrivent en Italie. Et cette espèce de conjonction est assez brutale, je pense. Alors, votre regard sur cette conjonction, justement, Gilles Finkelstein, à la fois ce portrait qui reste sombre, ce portrait économique de l'Italie dont on a oublié qu'au plus fort de la crise financière européenne, on pouvait penser que l'Italie tomberait comme la Grèce, un système bancaire aussi qui reste extrêmement fragile, hein, notamment avec l'affaire de la fameuse banque Monte dei Paschi, dont on a pensé qu'elle pouvait mourir. Et puis, ce que nous disions tout à l'heure avec Elisabeth Roudinesco, à savoir qu'il existe en Italie profondément un désir, une attente de fascisme. Alors justement, quelle est la conjonction entre ces deux phénomènes-là ? D'abord, la crise italienne a des spécificités. Je soulignais les similitudes avec les autres pays européens pour commencer. Il y a des spécificités italiennes qui sont très fortes et la crise migratoire n'explique pas tout. La crise migratoire n'est pas seulement un fantasme, c'est une réalité, c'est un débat qui traverse et qui divise tous les pays européens et même tous les pays occidentaux, mais il y a une singularité de la situation italienne dont Gérard Courtois a relevé quelques éléments. Il y a un déclin démographique. C'est une des spécificités de ce pays. En Allemagne aussi. Hein. Oui, en Allemagne aussi. La population de la France et la population de l'Italie étaient à peu près identiques à la fin des années 80. Il y a 6 millions d'écarts aujourd'hui. Le décrochage économique, sur une période très récente, très courte. C'est rare d'avoir un décrochage économique aussi rapide. Il y a 10 ans, le PIB italien n'était pas très éloigné du PIB français. Et alors même qu'on n'a pas connu une croissance très forte, c'est 450 milliards de dollars d'écart aujourd'hui. Donc décrochage économique qui est très fort et perte d'influence, je crois, qui est ressentie très vivement par les Italiens qui, notamment dans les institutions européennes dont ils étaient fondateurs, se sont sentis très isolés pendant cette crise, dans l'incapacité de faire entendre leur voix, ce qui explique un décrochage à la fois par rapport à la politique, les Italiens étaient un des peuples les plus politiques, participation très forte aux élections, et un décrochage incroyablement rapide et incroyablement brutal par rapport à l'Union européenne. Juste ce chiffre-là qui m'a beaucoup frappé en préparant l'émission, il y a en l'an 2000, 70% des Italiens considèrent que l'appartenance à l'Union européenne est une bonne chose. Ils sont 15 points au-dessus de la moyenne européenne. 15 ans après, les 70% sont devenus 35%
et ils sont 20 points en dessous de la moyenne européenne. Donc c'est le même abaissé. Qui est le même abaissé, mais relativement peu, ça fait 5 points d'écart. Oui. En revanche, le mouvement italien est absolument considérable. Hubert Védrine. Et puis je voudrais vous entendre sur Silvio Berlusconi, que peut-être vous avez eu l'occasion de croiser à l'occasion de cette longue carrière qui est la vôtre. Je l'ai connu quand, à un moment donné, il était président du Conseil déjà, et puis il avait pris les affaires étrangères à la place de je ne sais plus qui. J'ai demandé pourquoi. Il m'a dit, moi je suis le PDG de l'Italie, il y a une filiale qui débloque, qui est la diplomatie italienne, ils sont incapables de défendre les intérêts de l'Italie, d'avoir des contrats. La France, ça marche bien, on va faire comme vous. Donc je prends la filiale, je la remets sur pied, puis après je nommerai n'importe qui, on verra. Bon. Voilà. Alors c'était plus pour des hommes d'affaires. D'un mot, parce qu'il y a ce pragmatisme, est-ce que vous le voyez en tant que faiseur de roi? Il y a tellement de choses intéressantes que vous y reviendrez après. Je serai sensu sur Berlusconi. Est-ce que vous le voyez, puisqu'il serait faiseur de roi, aller davantage vers la Ligue du Nord, ou justement jouer la carte de cette grande coalition avec la gauche? Je crois que c'est pas il verra au vu des chiffres. Il n'a pas une orientation a priori. Vous pensez capable de pouvoir aller d'un côté ou de l'autre? Le nombre d'abstentions. Et il y a bien sûr évidemment le chiffre d'abstention qui sera regardé. Souvent dans les élections, on ne parle plus jamais du taux d'abstention. Qui est 50%. On ne donne plus le nombre de voix, mais en pourcentage, ce qui souvent fausse l'analyse. Bon, alors, sur le reste, c'est capital, les abstentions. Sur ce qu'a dit Elisabeth Ridesco, c'est très important. Quand vous comparez au fascisme, je pense que vous faites allusion, il faudra le préciser ailleurs, à ce qu'était le mouvement fasciste au tout début. Absolument. Donc bien avant le nazisme. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, Mussolini venait d'une sorte de gauche, d'ailleurs populiste, d'une certaine façon, dans l'époque. On est au début des années 20. Avant l'alliance avec Hitler. Oui, bien avant Hitler. Et reprécisez-le, en effet, c'est intéressant. Qui est dominant avant Hitler, bon, etc. Deuxièmement, dès qu'on touche à la question de l'islam et au déni sur l'islam, enfin c'est mon avis, je pense qu'il ne faut pas oublier que la plupart des modernisateurs musulmans, réformateurs musulmans, les penseurs au Maghreb, les intellectuels, les associations de femmes, certains politiques qui sont courageux disent arrêtez d'être complexés et complaisants en fait. On est en lutte dans l'ensemble du monde, dans l'ensemble de l'islam, une sorte, pour le coup, de nazisme islamiste, etc. Donc, il ne faut pas que vous soyez trop amollis par vos visions. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Oui, c'est pas ça que vous dites, mais j'en profite. Sachant que c'est une différence avec la France, l'islam n'est que la 3e religion en Italie, puisqu'il y a la très forte immigration roumaine et donc une majorité. D'accord, mais vous êtes d'accord aussi que c'est un vrai sujet. Je pense qu'on luttera d'autant plus facilement sur l'islamisme qu'on fera appel à une générosité. Je pense que c'est les deux. Alors c'est mon dernier point, c'est votre solidarité. Dans l'état actuel des opinions européennes, qu'on vient de rappeler, dans l'état actuel démographique du monde, la situation au Sud, et notamment en Afrique, perspective européenne, perspective africaine, je pense qu'on ne peut pas se borner à dire, comme l'a fait le pape au début, avant de corriger, mais il parle en pape à la fois généreux et malin et intelligent et jésuite latino, enfin, il y a un mélange, bon. On ne peut pas dire simplement solidarité dans l'état où sont les opinions. À mon avis, on peut le dire si on arrive à... On parle au nom de Dieu, donc nous ne parlons pas au nom de Dieu. Même au nom de Dieu, il a corrigé. Oui, d'accord. En réintégrant l'éthique de responsabilité. Weber, c'est un protestant. Bien quand sûr. même. Bon, très bien. Mais je pense qu'on peut dire ça uniquement si on arrive à convaincre les Européens. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment important que ce n'est pas une passoire. Tout à fait. Et qu'il y a d'un côté la réponse aux demandeurs d'asile, les gens vraiment en danger, vraiment en danger. Et là, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de limite, les gens vraiment en danger. Mais la question des 10, 20, 30 prochaines années, c'est pas ça. C'est les flux migratoires en général. Absolument. Donc si c'est vraiment géré, si on arrive à convaincre les gens, parce que Schengen marche enfin, qu'il y a enfin un contrôle extérieur sérieux, qui n'a jamais été pensé, etc. Là, on peut dire aux gens, et par ailleurs... il faut naturellement qu'on soit plus généreux, plus accueillant, plus solidaire. Vous pensez vraiment, Jeffine Kolstein, que la question migratoire est le cœur de cette élection en Italie aujourd'hui? Sans doute. C'est sans doute la question principale, la question qui divise le plus cette société. Je suis d'accord avec Hubert Védrine sur le fait que la question des migrations est une question qui est devant nous et qu'il faut la traiter. Mais sur la question de l'asile... force est de reconnaître que l'Europe a laissé beaucoup les Italiens se débrouiller tout seuls. Bien sûr. Et qu'elle a aussi une responsabilité dans le poids qu'a pris cette question-là dans ce pays-là. On va aujourd'hui, on attend les résultats des élections, mais à peu près la seule certitude, c'est que c'est une phase d'incertitude qui va s'ouvrir ce soir. Ce faisant... Et les abstentions, vous les avez? Les abstentions, on les a pas non plus, on les aura avec les élections, mais en tout état de cause, quel que soit le niveau de participation, aucun parti ou aucune coalition n'aura à lui seul une majorité.
ce n'est pas l'existence de cette incertitude qui est une singularité italienne. Quand on regarde dans toutes les démocraties parlementaires européennes, l'Allemagne est en train d'en sortir aujourd'hui même. Mais après des mois et des mois de discussions et d'incertitudes. À peu près tous les autres pays européens vivent aussi ça. La singularité est une singularité française. C'est-à-dire qu'on est le seul pays dans lequel, avant les élections, on a une période qui est extraordinairement longue, extraordinairement chaotique, 8 tours, 10 tours de scrutin à la dernière élection présidentielle. Et après les élections, un ordre très structuré, réintroduit par l'élection présidentielle et les élections législatives. C'est pas la même constitution. Alors qu'ailleurs, c'est exactement l'inverse. Un tour de scrutin et le désordre après. Donc la spécificité italienne n'est pas dans l'existence de cette incertitude, elle est dans la durée et la nature de cette incertitude. On risque d'avoir une situation chaotique pour longtemps. Un mot avec vous, Gérard Courtois, sur le drôle de casting de cette élection italienne quand même, avec, on l'a dit, à la fois ce Silvio Berlusconi, octogénaire, sémillant, mais qui de toute façon sera faiseur de roi, mais n'a plus le droit d'être élu. Et puis ces nouveaux arrivants dans la vie politique italienne dont on a peu parlé, Matteo Salvini d'abord, pour la Ligue du Nord, et puis celui qui a remplacé le comique Beppe Grillo à la tête des 5 étoiles. Oui, alors c'est bien qu'on parle des 5 étoiles, parce que, y compris par rapport à la problématique que posait Elisabeth Roudinesco du guillemets fascisme, ou néofascisme, ou crypto-fascisme, je ne sais pas comment l'appeler. Fascisme des origines, en réalité. Mais 5 étoiles, le mouvement 5 étoiles, peut parfaitement rentrer en résonance avec ce fascisme des origines, y compris dans cette espèce d'alliage de mesures qu'on peut qualifier de gauche, sociale, le revenu universel, par exemple, et de positions extrêmement crispées sur l'immigration. Évidemment, on en a parlé, mais aussi sur appelons ça comme c'est devenu le mot à la mode en France, sur le dégagisme de tous les partis et de toutes les élites. Donc le mouvement anti-élite, populaire dans ses mesures sociales, horizontal dans son dispositif, ils sont nés d'Internet et des réseaux sociaux. Tout ça en fait un objet original. Moi, je ne sais, on a dit tout à l'heure, au fond, l'Italie est comme les autres. L'Italie, à bien des égards, est précurseuse. C'est un laboratoire d'où a émergé un Berlusconi, précurseur dans des genres différents d'un Nicolas Sarkozy ou d'un Donald Trump. A émergé ce mouvement 5 étoiles dont je pense, même s'il y a une grande spécificité italienne, ça va inspirer d'autres mouvements en Europe. Et puis Salvini et la Ligue. Alors là, on est dans des racines beaucoup plus clairement néofascistes, puisque à l'origine, c'était quand même très lié à ce courant d'idées. Alors, la force, ou l'habileté de ce nouveau leader Salvini, c'est d'avoir au fond assez efficacement nationalisé son mouvement. Il y avait 2 têtes de Turc ou 2 boucs émissaires pour la Ligue du Nord. C'était l'Italien du Sud et c'était l'Italien du Sud et j'oublie le deuxième, peu importe, et Rome, la voleuse. Et il a remplacé Rome par Bruxelles et l'Italien du Sud par les migrants. C'est redoutablement efficace, mais c'est d'une violence, y compris, on l'a vu lors de cet attentat où un ancien militant s'en est pris à des migrants à tirer dessus, et où il n'y a pas eu de mouvement d'indignation en Italie. Il y a plutôt eu un mouvement sur les réseaux sociaux, sinon d'approbation, du moins de compréhension. Elisabeth Roudinesco. Les démocraties sont toujours très fragiles, parce qu'elles donnent évidemment des droits, c'est fondé sur la liberté, etc. Donc elles sont fragiles. Et je pense que pour lutter contre ces simplismes idéologiques qui sont extrêmement forts. Quand vous désignez un bouc émissaire, ça mobilise. Quand vous avez un discours de restructuration de la nation sur elle-même contre l'envahisseur, ce sont des discours, et surtout par le relais des réseaux sociaux et de la télévision, qui est très très fort. Donc, je crois que c'est Georges Bataille le disait dans l'entre-deux-guerres, si on veut opposer
quelque chose, ce ne sont pas seulement les chiffres, les réformes et l'économie. Il faut opposer à ça un tout autre discours. Voilà. Et ça manque. Et je le vois même ici. Je ne discute absolument pas les compétences des experts, mais ça ne suffit pas à mobiliser le peuple, de donner des discours de chiffres, de croire qu'il n'y a que l'économie qui guide le monde. Ce Voilà qui qui aura guide fait le le monde, pont c'est entre- et l'économie, et l'idéal, et l'espoir, et l'espérance, et les idées. Les idées. Et ça, on les oublie un peu trop. Voilà qui aura fait le pont entre nos deux parties. Mot de la fin, Hubert Védrine, Jean Finkelstein. Juste une phrase. Ça ne sert à rien de condamner le populisme. D'ailleurs, les gens qui le condamnent sont rejetés par les populistes. Donc c'est un cercle vicieux. Il faut assécher les causes. On a parlé longuement d'une certaine... Oui, mais il faut assécher concrètement. L'histoire migratoire, c'est pas un fantasme. C'est J'ai un pas dit ça. vrai J'ai dit que c'est problème. vécu comme un fantasme de Et donc, il faut assécher les motivations, les causes profondes. Pour terminer, un conseil de lecture, Jean Finkelstein, je crois, sur l'Italie. Oui, puisque cette semaine, Pierre Milza, grand professeur d'histoire, est décédé. Il a écrit beaucoup de livres passionnants sur l'Italie, soit de grandes biographies, je pense à Garibaldi ou à Mussolini, soit sur l'Italie contemporaine, Voyage en Italie. Voilà, Pierre Milza pour cette semaine sur l'Italie. Et puis pour cette première partie, peut-être, où nous sommes interrogés sur le service public et l'État, je vous recommande chaleureusement la lecture du livre de Pierre Birnbaum, Où va l'État ? Essai sur les nouvelles élites du pouvoir, publié au Seuil. Gérard Courtois, pas de conseil de lecture cette semaine? Non, j'ai des lectures qui n'ont rien à voir avec ça. Eh bien, tant pis pour nous. Retour à Lemberg, c'est formidable. Moi aussi. C'est pas mal aussi. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Hubert Védrine, Elisabeth Roudinesco, Gérard Courtois et Gilles Finkelstein. Merci à Céline Leclerc qui a préparé avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisé, à la technique aujourd'hui, Jacques Hubert et Camille Garin. Tout de suite, on va retrouver évidemment Alain Krugère pour On ne parle pas la bouche pleine. Déjeuner du dimanche provençal est totalement bio, éco-responsable, agro-équitable, garanti sans glyphosate et autres produits phytosanitaires pour ce dernier jour du Salon de l'Agriculture. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer que nous serons, Alain Krugère et moi-même, en direct et en public du Salon du Livre le dimanche 18 mars prochain, porte de Versailles. Mais en attendant, je vous retrouve dimanche prochain, c'est-à-dire le 11 mars à 11h. Passez une belle journée, pluvieuse mais joyeuse. À dimanche.